relire la fiche de cours sur mouvement et pression, donc le dernier chapitre de l'année. Donc, mesurer une durée. Donc la durée, donc c'est donc l'intervalle donc compris entre deux instants qu'on appelle l'instant initial, nos TTI, et l'instant final, nos TT. Donc on le note souvent delta, delta pour une différence, et la différence donc entre le temps final moins le temps initial. Ça c'est la durée. Ensuite, donc on définit donc les différentes unités, donc bien sûr il en existe plusieurs. Donc dans le système international, l'unité de mesure du temps, donc c'est la seconde, la minute donc de symbole min correspond donc à 60 secondes, dans une heure il y a 60 minutes soit 3600 secondes, et dans un jour donc de symbole J qui a 24 heures, donc dans chaque heure il y a 60 minutes, dans chaque minute il y a 60 secondes. C'est pour ça que dans une journée il y a donc, si vous faites la multiplication de 24 fois 60 fois 60, 86 400 secondes. Attention, 1,75 heures, c'est 1 heure plus 0,75 heures, mais une heure n'étant pas égale à 100 minutes, mais à 60 minutes. Il faut bien, pour faire la conversion, faire 1 heure plus 60 fois 0,75, c'est-à-dire 3 quarts d'heure, c'est-à-dire 45 minutes. Alors le chronométrage, donc pendant longtemps, pour se repérer dans le temps, donc les hommes sont appuyés sur des phénomènes astronomiques périodiques, comme l'alternance jour-nuit, les lunaisons, les saisons. Il y avait aussi donc d'autres instruments utilisés, comme des systèmes d'écoulement, des clepsydres, d'un sablier, ou encore des bougies graduées, des bâtons d'encens, etc. Donc ça, c'était pas des mécanismes très précis. Donc à partir de Galilée, donc des études sur le pendule, la première horloge à pendule donc voit le jour en 1657, l'aller-retour d'un pendule et d'un phénomène périodique qui entraîne donc un mécanisme d'horloge. Ça, vous avez peut-être connu ça chez vos grands-parents, ce type d'horloge qu'il fallait remonter de temps en temps. Donc de nos jours, donc les oscillations mécaniques sont remplacées donc par des vibrations périodiques d'un cristal de quartz, par exemple dans nos montres. Une plus grande précision donc est alors obtenue, donc encore aujourd'hui quand on veut des applications comme les GPS, avec des horloges atomiques qui sont fondées sur des phénomènes périodiques présents au sein même de l'atome. Au niveau du sport, donc vous avez tous regardé des fois des émissions de sport, donc déterminer donc la durée d'un événement sportif requiert par exemple une grande précision. On utilise alors des chronographes qui doivent pouvoir se déclencher à un instant pris comme origine des temps, qu'on appelle l'instant initial, et être arrêté à l'instant qui correspond à la fin de la durée que l'on cherche à mesurer, par exemple pour un 100 mètres. Donc lors des compétitions sportives, les chronographes donc, sont maintenant automatiques, précis au centième, donc au millième de seconde. Donc l'évolution de la technologie permet donc d'affiner la précision de mesure du temps initiaux et finaux, donc comme l'enregistrement vidéo, le recours à la photo finish, comme nous avons pu le voir dans l'activité. Alors il faut avoir un regard critique sur la mesure. En effet, donc la mesure est d'autant plus précise qu'il est possible de renouveler plusieurs fois et d'en faire la moyenne. Donc nous avons fait l'expérience lors de l'activité. Je vous ai fait chronométrer donc avec un chronomètre plusieurs fois une même séquence vidéo et vous n'avez jamais trouvé la même durée pour la même consigne. Donc c'est pour ça que la valeur la plus représentative, c'est toujours la valeur moyenne. Donc c'est pour ça qu'il faut renouveler plusieurs fois l'expérience et en faire la moyenne. Quelle qu'en soit la mesure effectuée, donc l'appareil de mesure doit être adapté à celle-ci. Lors de l'écriture du résultat d'une mesure, on ne peut prétendre être plus précis que l'instrument de mesure. Par exemple, en utilisant une montre précise à la seconde, on ne peut pas exprimer le résultat d'un 100 mètres au dixième de seconde près. Il faut bien faire attention à ce qu'on écrit. Donc le résultat d'une mesure doit être précis avec un nombre de chiffres significatifs cohérent avec la précision de la mesure. La deuxième partie de cette partie sur le thème santé, donc c'est la pression. Alors qu'est-ce que la pression? Donc les gaz, d'abord des petits rappels sur les gaz. Donc les gaz sont constitués de molécules, qui sont les molécules de gaz, qui sont très espacées les unes des autres. Entre elles, il y a du vide. Les molécules se déplacent à grande vitesse en ligne droite tant qu'elles ne rencontrent pas d'obstacle. Elles changent de direction après un choc, après la paroi du récipient ou avec une collision avec une autre molécule. Les molécules ont un mouvement incessant et désordonné. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'agitation thermique. Plus la température augmente, plus le mouvement des particules est désordonné et leur vitesse élevée. Le modèle microscopique, lui, pour les liquides, est proche de celui des gaz. Dans un liquide, les entités, que ce soit les molécules ou des ions, se déplacent donc aussi dans un mouvement désordonné. L'ensemble moléculaire est par contre compact, c'est-à-dire que là, les molécules se touchent les unes les autres, glissent les unes par rapport aux autres, alors que là, il n'y a pas de contact direct, hormis lors des chocs. Donc comme pour les gaz, les liquides n'ont pas de forme propre, les forces pressantes et la pression dans les liquides sont interprétées par choc des molécules. Contrairement aux gaz, les liquides ne sont pratiquement pas compressibles ni expansibles.
Donc c'est-à-dire que par exemple si vous prenez un litre de liquide, vous ne pouvez pas compresser ou lui changer tellement sa forme. Son volume, vous pouvez changer sa forme, pardon, mais son volume, lui, ne changera pas. Alors que pour un gaz, vous pouvez prendre un ballon, si vous le fermez, vous pouvez très bien l'étirer, le réduire et réduire son volume, c'est-à-dire compresser un peu le gaz qu'il y a dedans. Alors ensuite, pour les forces pressantes, donc les molécules donc constituant le gaz subissant donc une multitude de chocs sur les parois d'un récipient qui la contient. De ces chocs, il en résulte une action mécanique s'exerçant sur la paroi. C'est-à-dire qu'en fait, les particules qui viennent se choquer, globalement, quand elles sont tous ici, elles exercent donc une action mécanique qui est exercée donc vers l'extérieur de la paroi. Donc un gaz exerce une action mécanique sur toute paroi avec laquelle elle est en contact. Cette action mécanique est modélisée par une force pressante, orthogonale à la surface, c'est-à-dire perpendiculaire, et va donc dans le sens du gaz vers la paroi. Elle s'exprime comme toute force en newton. Donc ces caractéristiques sont donc les suivantes. Le point d'application, c'est le centre de la surface. La direction perpendiculaire à la surface, vous voyez bien qu'ici, donc cette force est perpendiculaire à la surface. Le sens, ça va toujours du gaz vers la paroi, donc là c'est ici qu'il y avait le gaz. Donc le gaz, si vous voulez, il appuie sur la surface, donc la force est exercée ici vers l'extérieur. Et la valeur est indépendante de l'orientation de la surface. Donc c'est-à-dire que la surface soit comme ça, comme ça, comme ça, la pression est toujours orthogonale. Donc la pression en un point d'un gaz noté P, P pour pression, donc c'est la première lettre, est égale à la force, à la valeur de la force pressante sur la surface donnée divisée par l'air de cette surface. Donc la pression c'est une force par unité de surface. Donc si ici vous mettez la force en newton, la surface en mètres carrés, vous obtiendrez la pression, et l'unité de la pression c'est le pascal. Donc pour obtenir une pression en pascal, il faut avoir une force en newton et une surface en mètres carrés. Donc par exemple, calculer la force pressante sur un ballon de foot. Donc on a la relation P égale F sur S, la valeur de la force pressante donnée donc par F égale P fois S, il suffit de faire donc le produit en croix, vous mettez le 1 ici. Si on a une surface de 9 cm², donc sur un petit carreau du ballon de foot, donc on a une surface S qui vaut 1 cm², donc on transforme cette surface en cm² en m², en disant que 1 cm² c'est 1 cm le tout au carré. Ensuite, on convertit les centimètres en mètres comme vous savez le faire depuis le début de l'année. On n'oublie pas les règles, donc c'est-à-dire que le carré s'applique au 10-2 et au mètre. Et on obtient, donc ensuite par exemple si on connaît la pression, donc si on vous dit que la pression ici elle vaut 1,8 fois 10 puissance 5 pascal, vous multipliez donc cette pression 1,8 fois 10 puissance 5 pascal fois la valeur de la surface que vous venez de trouver, et vous allez trouver qu'il y a donc une force pressante qui vaut 1,6 fois 10 puissance 2 newton, c'est-à-dire 160 newtons sur donc le petit carreau du ballon de foot. Donc la pression se mesure avec un manomètre. Dans le système international, donc l'unité de la pression, donc c'est le pascal. L'hectopascal est utilisé pour les valeurs courantes de pression, ne serait-ce que pour la météo. En météo, on parle d'hectopascal. Donc un hectopascal, c'est 100 pascal ou 10 puissance 2 pascal, donc avec les puissances de 10. Une autre unité usuelle est le bar. Donc le bar, quand on parle de gaz ou haute pression, on utilise plutôt le bar. Donc le bar, c'est 10 puissance 5 pascal, ou alors 1000 hectopascal, puisque 1000 fois 100, ça fait bien 10 puissance 5 pascal. La pression atmosphérique, donc là nous on est à l'heure actuelle tous bombardés de chaque côté par des molécules, donc qui constitue l'air. Donc il y a une pression atmosphérique donc, qui est donc évoquée par les météorologues. C'est la pression de l'air qui nous entoure. Donc l'air de l'atmosphère terrestre exerce des forces pressantes sur tous les objets avec lesquels il est en contact, nous compris. Donc elle est maximale au niveau de la mer, elle diminue avec l'altitude, donc quand on monte par exemple dans les montagnes. Elle varie aussi en fonction des conditions météorologiques. Une basse pression accompagne des précipitations, alors qu'une haute pression donc, est mesurée par temps sec. Donc ça, si vous regardez bien, vous regarderez bien, quand vous regarderez la météo, vous verrez qu'il y a la pression atmosphérique, c'est 1013 hectopascal. Donc si vous êtes au-delà de 1013 hectopascal, donc c'est généralement que vous êtes accompagné de précipitations. Et généralement, quand vous regarderez votre météo, vous verrez, il y a des isobars qui sont représentés, qui sont supérieurs à 1013 quand il pleut, alors que quand il fait sec, donc vous avez des pressions qui sont inférieures à 1013 hectopascal. Ensuite, maintenant, l'influence de la profondeur, donc quand on est dans un liquide.
Donc vous êtes tous allés à la piscine, vous êtes tous allés dans le bassin de 3 ou 5 mètres, vous avez tous voulu aller toucher le fond et vous êtes tous rendu compte que ça faisait mal aux oreilles, donc quand vous avez voulu faire ça si vous ne faites rien. Donc ça c'est l'effet de la pression. Donc la pression en un point d'un liquide donc dépend donc de la hauteur du liquide qui surmonte le point et de la pression du gaz qui surmonte le liquide. Donc la différence de pression, donc PA moins PB, entre deux points A et B d'un liquide, situé à des profondeurs HA et HB, est proportionnelle donc à la différence HA moins HB. Donc ça veut dire qu'on a PA moins PB, donc la pression en A moins la pression en B, qui est égale à ρ fois G, ρ étant la masse volumique du fluide, donc du liquide, fois G, donc qui vaut la valeur de 9,81, la valeur classique, divisé par la profondeur en A moins la profondeur ici en B. Donc la masse volumique du liquide, il faut la mettre en kg par mètre cube et G en newton par kilogramme. Donc exemple 1, si le point A se situe à la surface de la mer, donc il a l'altitude HA égale 0. Donc la pression est par définition la pression atmosphérique, donc qui vaut 1013 hectopascales. Ainsi, donc ça veut dire qu'on remplace PA par la pression atmosphérique, PB donc c'est la pression à une profondeur HB. Quand on simplifie, donc on obtient cette formule-là, PB moins la pression atmosphérique, il suffit de tout multiplier par moins 1 de chaque côté, égale la masse volumique de l'eau fois G fois la profondeur. Or, la masse volumique de l'eau, c'est 1,0 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube, c'est-à-dire que 1 mètre cube d'eau pèse 1000 kg. Ou alors un litre, c'est la même chose que de dire que 1 litre d'eau pèse à une masse de 1 kg. Si on prend G qui est égal à 10 newtons par kilogramme pour simplifier, dans l'absolu il est égal à 9,81, mais si on prend 10, donc vous allez voir qu'avec les puissances de 10 c'est plus pratique, donc à une profondeur de 10 mètres, si je prends HB égale 10 mètres, on obtient alors PB moins la pression atmosphérique. Donc on remplace ici la masse volumique de l'eau par 1,0 fois 10 puissance 3, on remplace G par 10 et on remplace HB par 10 pour la profondeur. On obtient 10 puissance 5 pascal, c'est-à-dire la pression atmosphérique. Donc ça veut dire qu'ici, si je mets cette pression atmosphérique, je la passe de l'autre côté, on obtient donc PB égale P atmosphérique plus P atmosphérique, donc c'est le P atmosphérique que j'ai transposé de l'autre côté de l'égalité, j'obtiens donc PB égale 2 fois la pression atmosphérique. Donc ainsi dans l'eau, la pression qui vaut 10 puissance 5 pascal à la surface libre augmente de 10 puissance 5 pascal à chaque fois que la profondeur augmente de 10 mètres. Donc c'est-à-dire que par exemple, et 10 puissance 5, c'est 1 bar. Donc ça veut dire que vous êtes à la pression atmosphérique, ici à la surface de la Terre. Si vous allez à 10 mètres, vous êtes à 1 bar plus 1 bar, c'est-à-dire 2 bars. Donc en fait, la pression atmosphérique plus la pression liée, donc si vous voulez, à la profondeur, 1 bar. Donc on est à 1 plus 1, 2 bars. Si je vais à 20 mètres, donc je suis ici à la pression atmosphérique, plus 2 bars, c'est-à-dire 3 bars. Donc tous les 10 mètres, je gagne 1 bar. Alors il faut bien vous rendre compte de la difficulté, 10 mètres, je double la pression par rapport à la pression atmosphérique. Donc ça veut dire que la force qui s'exerce sur mes oreilles, donc par rapport à là quand vous êtes en train de regarder la vidéo, à 10 mètres, cette force sera double. Donc c'est pour ça que quand vous êtes à 3 ou à 5 mètres, déjà vous commencez à en sentir les effets sur vos oreilles et ça vous fait relativement mal. Dissolution d'un gaz dans un solide, donc à température constante. Donc la quantité de matière maximale d'un gaz dissous dans un volume donné de liquide augmente quand la pression de ce gaz sur le liquide augmente. Donc c'est pour ça que la solubilité dans un liquide augmente avec la pression. Plus la pression est forte, plus on peut dissoudre dans de gaz, plus on peut solubiliser de gaz dans un liquide. Donc cela explique l'apparition des bulles lors de l'ouverture d'une bouteille de boisson gazeuse. Donc lorsque le bouchon de la bouteille est fermé, la pression du gaz libre, donc à l'intérieur de la bouteille, est 5 fois plus supérieure, ou en tout cas beaucoup plus supérieure à celle de l'extérieur de la bouteille. Donc avant qu'on ouvre ici, la pression qu'il y a ici est beaucoup plus forte que celle qu'il y a en dehors de la bouteille. Donc à l'ouverture du bouchon, l'air sous pression, donc à l'intérieur de la bouteille, se précipite vers l'extérieur en formant des bulles. Donc l'extérieur, l'air qu'il y a ici, et l'air qu'il y a donc et toutes les molécules de gaz qu'on a réussi à solubiliser dans le liquide, car donc elles sortent, car la pression ici est inférieure, donc jusqu'à ce que les deux pressions soient équilibrées. Donc le pchit correspond à l'air sous pression qui sort. Donc en fait ici, quand vous avez des bulles ici, ça veut dire que les gaz qui sont donc ici dissous dans l'eau
eh ben, ils préfèrent aller vers une pression plus faible. Ici, ils sont attirés, si vous voulez, par la pression plus faible, donc ils partent du liquide où la pression donc, de ces gaz-là était plus élevée et ils sortent du verre. Donc, et au moment où vous n'avez plus de bulle, bah, ça veut dire que la pression des gaz dans le liquide est égale à la pression des gaz dans l'air, c'est-à-dire ici la pression atmosphérique. La loi de Boyle-Mariotte. Donc, la loi de Boyle-Mariotte, donc il dit la chose suivante, donc à température constante et pour une quantité de matière donnée, le volume d'une quantité de gaz est inversement proportionnel à sa pression. C'est-à-dire que le produit PV est alors constant. Donc pour que P et V soient constants, bah, si vous augmentez P, il faut diminuer V. Et si vous diminuez P, vous augmentez V. Donc ça c'est la manip de la cloche sous vide, donc avec un ballon de baudruche. Si vous mettez un ballon de baudruche à peine gonflé donc, et que vous le mettez dans une cloche à vide, vous diminuez fortement la pression, donc avec la cloche à vide. Donc si on diminue la pression, on va augmenter considérablement le volume. Et qu'est-ce qu'on a observé quand on a fait l'expérience? On a bien observé effectivement que le ballon de baudruche avait un volume qui augmentait très très fortement quand on diminue la pression. Alors des effets dans le sport, donc la pression et le sport, donc la manœuvre de Vassalva, donc vous avez tous, comme je vous le disais, voulu aller au fond d'un bassin de 3 mètres, 5 mètres, et vous vous êtes rendu compte que vos oreilles commençaient donc à fortement vous faire mal. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez donc ici donc, la pression de l'eau. Donc cette pression de l'eau, on a dit quand on gagne 1 bar, donc on double si vous voulez, on gagne 1 bar pardon, de pression tous les 10 mètres. Donc ça veut dire que quand je suis à 3 mètres, là il y a une force qui s'exerce sur mon tympan. Donc c'est pour ça qu'ensuite on fait une manœuvre de Vassalva. Donc la manœuvre de Vassalva c'est quoi? C'est on se bouche le nez et on fait comme si on voulait expirer. Donc qu'est-ce qui se passe en fait quand on fait ça? Donc imaginez votre tympan, là vous avez votre tympan ici. Donc il faut que j'écrive là. Donc vous prenez votre tympan ici, vous avez donc la pression initialement, la pression donc à l'intérieur de l'oreille et vous avez la pression de l'eau. Donc quand la pression à l'intérieur est la même que la pression de l'eau, le tympan est droit. Mais quand la pression de l'eau est très supérieure, donc là je vais faire le cas où je vais faire P, donc où la pression de l'eau va être supérieure à la pression donc à l'intérieur de l'oreille. Donc dans ce cas-là, il va s'exercer une force pressante donc sur le tympan, mais une force pressante dans la direction où le gaz donc est maximal, la pression est maximale. En effet, la pression est maximale ici dans l'eau, donc avec les particules vont exercer une force ici donc sur ce tympan. Donc ce tympan qui va devenir, donc qui va légèrement se courber comme ça. Donc c'est ça qui fait mal en fait, c'est quand le tympan se courbe. Et quand il se courbe trop, bon, bien sûr si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se courber de plus en plus, et à un moment, si on ne fait rien, il va éclater, donc c'est-à-dire qu'il va se casser en deux, il va se fissurer, et ça fait très 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 mal. Donc pour éviter ça, on fait une manœuvre de Vassalva. La manœuvre de Vassalva, ça veut dire que si je reprends ici le document, vous voyez que je ferme ici donc mon nez et je vais expirer, donc je vais faire comme si je voulais en gros me moucher. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'en fait vous reprenez donc le tympan, donc le tympan qui était courbe, et vous réappliquez dans ce cas-là une surpression ici à l'intérieur de votre tête finalement, entre le nez que vous avez bouché, les oreilles, pour ici compenser l'effet de la pression. Donc vous réajustez en fait cette pression de manière, vous me faites la manœuvre de Vassalva jusqu'à ce que en fait votre tympan ne vous fasse plus mal et votre tympan ne vous fera plus mal quand il sera revenu à l'équilibre. Donc en faisant comme ça, vous pouvez aller très 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 bas, vous pouvez aller jusqu'à 100 mètres sous l'eau, c'est pas un problème, sauf que vous allez faire la manœuvre de Vassalva à peu près 10 à 15 fois pour à chaque fois que votre tympan sera un peu trop courbé, faire la manœuvre de Vassalva, c'est-à-dire vous bouchez le nez, appliquer une surpression à l'intérieur de votre tête pour que le tympan redevienne à l'état d'équilibre entre la pression de l'eau et la pression intérieure. Et quand vous en êtes là, quand la pression de l'eau est égale à la pression à l'intérieur de la tête, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, dernière chose, donc les accidents de décompression, donc la quantité de gaz dissous, donc
que ce soit du dioxygène, du diazote, du CO2, donc dans le sang, augmente avec la pression, donc avec la profondeur de plongée. En effet, plus on va profond, donc plus la pression est forte, et plus la pression est forte, plus on peut dissoudre de gaz dans le sang. Donc vous imaginez, vous descendez en faisant de la plongée, vous descendez très bas, très forte pression, donc vous avez dissous énormément de gaz dans votre sang. Lors de la remontée du plongeur, donc qu'est-ce qui se passe? Si la pression a augmenté en descendant, ça veut dire qu'en remontant, la pression va diminuer. Donc si elle diminue, la solubilité des gaz va diminuer. Donc ça veut dire que les gaz que vous aviez dissous lors de votre descente et en restant généralement au fond, donc dans ce cas-là, ces gaz ils vont vouloir sortir du sang. Donc du sang liquide, donc des bulles de gaz peuvent se former dans le sang qui sont alors éliminées, donc si la remontée est lente et se fait avec des paliers. Donc si vous remontez très doucement, que vous restez à des paliers pendant 20-30 minutes selon des tableaux bien connus, dans ce cas-là, les gaz qui étaient donc dissous dans le sang peuvent sortir lentement et ne pas causer de problème. Par contre, si vous remontez trop vite, donc cette fois-ci la quantité de gaz qui s'était dissous dans le sang lors de votre descente et lorsque vous êtes resté au fond, donc ces gaz vont vouloir nécessairement s'échapper du liquide, donc former des bulles. Donc dans ce cas-là, les gaz peuvent se bloquer au niveau des veines, du cœur ou du cerveau. Donc ce qu'on appelle un accident de décompression. Vous imaginez si vous mettez des gaz dans le sang, si vous prenez une seringue vide et vous la mettez dans le sang, et ben la pompe qui est le cœur ne peut plus distribuer le sang de manière correcte dans le corps, et donc il y a ce qu'on appelle un accident de décompression. Donc c'est pour ça qu'il faut remonter très lentement, faire des paliers pour permettre aux gaz qui sont dissous dans le sang de pouvoir donc sortir du sang et sortir du sang. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'expirer très fortement quand vous remontez lors d'une plongée. Donc voilà, donc c'était très rapidement donc quelques détails donc sur la pression et le sport avec la plongée entre autres. Donc nous espérons que ces rapides explications vous auront été utiles.